La solution iRefract, elle est composée de 3 appareils. On a l'iRefract lui-même, l'écran courte distance VX25 qui, grâce à un jeu de miroir, projette l'image à 5 mètres du patient, et le VX40 qui est le frontofocomètre entièrement automatique et qui va se charger de mesurer la correction habituelle de votre patient. Une fois que l'on a pris le contrôle de la tablette iRefract, il y a 2 cas de figure possibles. Soit, comme c'est le cas ici, l'application iRefract est ouverte sur la tablette, soit l'application n'est pas lancée et vous vous retrouvez directement sur l'écran d'accueil d'Android. Ce que je vous invite à faire de manière systématique, si l'application iRefract était déjà lancée, c'est de commencer par la fermer. Pour ce faire, vous avez juste à soulever le petit bandeau de gauche ici, puis à cliquer sur Tout fermer. Puis vous relancez l'application iRefract. Une fois l'application démarrée, vous arrivez directement sur cet écran qui vous invite à répondre à quelques questions. La première question que vous devez poser à votre patient, c'est portez-vous des lunettes? Si vous répondez oui, cela va importer automatiquement la correction qui aura été mesurée par le frontofocomètre entièrement automatique, le VX40. C'est l'opticien qui positionne les lunettes dans le VX40 et qui lance la mesure. Si le patient s'est présenté sans ses lunettes, le message « Pas de fichier lunettes trouvé » s'affiche. Il vous suffit alors de le fermer et de répondre non à la question « Portez-vous des lunettes ?» Si toutefois vous avez connaissance de la correction habituelle de votre patient, sachez que vous pouvez la modifier manuellement. Pour cela, après avoir répondu oui à la question « Portez-vous des lunettes ?», appuyez sur le bouton « Saisie manuelle ». Puis, modifiez les valeurs sphère, cylindre et axe en agissant sur les boutons plus et moins et en sélectionnant les cases correspondantes. Pour l'axe, en appuyant sur le petit 1, vous avez accès à des valeurs directes et la possibilité également de changer le pas de variation de l'axe. Puis confirmez en appuyant sur le bouton Done. Par la suite, la seule donnée obligatoire, c'est la date de naissance. Vous pouvez modifier les valeurs en faisant tourner la roue ou en cliquant sur le chiffre pour le modifier manuellement. Une fois que les données sont remplies, il suffira de cliquer sur Suivant. On arrive maintenant à l'étape de positionnement du patient et du centrage des oculaires. Une fois que le patient est positionné sur le tabouret derrière l'appareil, on lui demande de bien mettre les 2 pieds à plat sur le sol, de décroiser les jambes si jamais il les croise, puis de venir mettre les bras de part et d'autre de l'appareil, la paume vers le bas, puis on lui demande de venir positionner le menton dans la mentonnière jusqu'à la butée et le front bien en appui contre l'appui-front. Et à ce stade-là, vous commencez à apercevoir dans le retour de caméra les yeux de votre patient. On commencera toujours le réglage de la position des yeux du patient derrière les oculaires en agissant sur la mentonnière grâce aux flèches que vous avez ici pour monter et descendre la mentonnière. Une fois que les yeux sont bien visibles dans le retour de caméra et qu'ils sont plutôt bien centrés, comme c'est le cas actuellement, on va ensuite procéder à un affinage du centrage en cliquant simplement sur le centre de la pupille. De cette manière, l'oculaire viendra se centrer là où vous avez cliqué, donc en face de la pupille. Si vous avez parfois un message limite tête haute ou tête basse atteinte, c'est que vous avez fait votre centrage directement en cliquant sur les oculaires et que vous n'avez pas assez utilisé la mentonnière. Ici, l'oculaire n'arrive pas à aller chercher l'œil de votre patient. Donc pensez toujours à bien commencer votre réglage avec le centrage vertical et en utilisant la mentonnière. Dans un second temps seulement, vous pouvez appuyer sur le centre des pupilles pour affiner le réglage. Lors de cette étape, votre patient voit déjà une montgolfière sur l'écran qui est devant lui. Demandez-lui de fixer le panier de la montgolfière de façon à ce qu'il fixe son regard sur une cible précise, ce qui facilitera la manipulation pour le centrage. Lorsque tout est centré correctement, vous pouvez lancer la mesure et commencer à accompagner le patient. Demandez-lui de regarder le plus loin possible le bout de la route sous la nacelle de la montgolfière droit devant lui. Vous pouvez lui indiquer que la vision sera parfois floue, parfois nette, c'est tout à fait normal. Il a le droit de cligner
Il ne faut pas qu'il porte attention aux petits points rouges qui peuvent apparaître pendant la mesure, et au bout de quelques secondes, la mesure est terminée. Donc à cette étape, vous voyez que la réfraction que l'on vient de mesurer, elle est d'ores et déjà insérée dans le réfracteur. Donc c'est avec cette réfraction qu'on va commencer notre examen. Sachant que la mesure que l'on vient d'effectuer, c'est une mesure dynamique et binoculaire. Donc on a maintenu la binocularité pendant tout l'examen et on a mesuré en continu les deux yeux. C'est-à-dire que comme on mesure en continu, on voit les variations de réfraction. Et vous avez donc un brouillage qui est intégré pendant cette étape qui va venir tenter de désaccommoder le plus possible la réfraction de notre patient. Première étape va consister à mesurer l'acuité visuelle alors que notre patient a devant les yeux la réfraction automatique. Mais comme vous l'avez compris, c'est une réfraction automatique qui n'est pas comparable à celle qu'on pourrait obtenir avec un ARK. Donc c'est pour ça qu'on a un fonctionnement qui est un petit peu différent ici, de votre fonctionnement plus habituel. Toutes les étapes que l'on va réaliser maintenant sont décrites dans le bandeau de droite. Donc on va simplement lire les différentes consignes et suivre les étapes les unes après les autres. Ici, prise d'acuité visuelle, rien de plus classique, pouvez-vous déchiffrer les lettres? Et on va essayer d'atteindre la meilleure acuité visuelle. Les lettres en question qui sont affichées sont celles qui sont juste ici, POFAZ, en haut à droite de notre écran. Et donc on a un 7/10. Si le patient lit parfaitement le 7/10, évidemment, on va rendre l'exercice un petit peu plus difficile en réduisant la taille des lettres et en allant chercher les acuités visuelles qui seront plus importantes. Là, on est en binoculaire au départ, donc n'hésitez pas à monter dans les acuités de l'ordre de 12/10, VBDSH par exemple, la personne le lit parfaitement. Dès lors que j'ai atteint l'acuité visuelle maximale de mon patient, j'appuie sur suivant. C'est l'acuité sur laquelle je suis au moment où j'appuie sur suivant qui est retenue par l'appareil. Donc si par exemple ici il ne lit pas le VBDSH, je pense bien à revenir sur le 11/10, qui est la dernière ligne qui a été validée, avant d'appuyer sur suivant. Une fois qu'on a vérifié en binoculaire, on va aller vérifier s'il n'y a pas une amblyopie ou une quelconque problématique en monoculaire cette fois. Donc ici, on est uniquement sur l'œil droit. On le sait parce que l'œil gauche ici est grisé, que vous avez le verre dépoli qui est devant l'œil gauche, alors que du côté droit, on a bien le D qui est blanc avec l'oculaire qui est bien transparent. Et de toute façon, c'est marqué ici qu'on est en train de faire l'acuité visuelle alors que le patient porte la réfraction wavefront à droite, R pour right. La consigne reste la même, pouvez-vous déchiffrer les lettres? Si le patient déchiffre, on n'hésite pas à tester une acuité visuelle plus grande. Et dès lors qu'on a atteint le maximum, on appuie sur suivant. Et l'étape 4 est exactement la même chose, mais cette fois-ci pour l'œil gauche. Lorsqu'on a terminé l'étape 2, 3 et 4, on arrive donc à notre examen subjectif avec la méthode des encadrements. Donc en fonction des données qui ont été recueillies précédemment par l'appareil, à savoir les lunettes habituelles si elles existent, et la réfraction automatique, l'appareil calcule des encadrements que l'on va donc proposer à notre patient et qui vont nous permettre d'explorer sa zone de confort et donc d'affiner la réfraction pour obtenir un résultat subjectif qui lui corresponde. Donc j'ai simplement ici à proposer les différentes colonnes, donc la colonne 1 et la colonne 2 à mon patient. Donc simplement en appuyant sur les boutons 1 et 2. La phraséologie est assez importante, on va vraiment lui demander de nous indiquer avec laquelle des deux positions les lignes lui semblent plus lisibles et plus confortables. On a vraiment besoin de cette notion de lisibilité et de confort. J'attire également votre attention sur le fait que ce n'est pas un CCR. Donc si par exemple vous avez l'habitude d'utiliser les CCR pour déterminer l'astigmatisme, où la phraséologie sera plutôt de demander au patient si les lignes lui semblent plus noires, plus contrastées. Ne faites pas ça avec les encadrements. On veut vraiment insister sur la notion de lisibilité et de confort, parce que si vous lui demandez en quel cas c'est plus net, plus noir, plus contrasté, vous prenez le risque que votre patient vous réponde systématiquement que la colonne 2 est plus noire et contrastée. Pourquoi? Parce que la colonne 2 est systématiquement la plus concave, donc celle qui myopise le plus. Donc va avoir tendance à solliciter l'accommodation, et comme vous le savez, l'accommodation améliore légèrement la noirceur et le contraste des lettres. Donc on insiste vraiment sur la lisibilité et le confort, position 1 ou position 2. Le patient nous répond et on valide simplement sa réponse, en appuyant sur la petite coche qui est en bas de la colonne qu'il aura préférée. Une fois qu'on a fait ça, l'appareil recalcule de nouveaux encadrements, que l'on va à nouveau proposer, jusqu'à ce que l'on n'ait plus d'encadrement à proposer à notre patient. Lorsque la différence est faible entre les deux positions, la 1 et la 2, vous aurez la possibilité de répondre également c'est pareil. Donc si votre patient vous dit c'est pareil, vous appuyez simplement sur le égal.
L'appareil, bien sûr, conserve la position la plus convexe à ce moment-là. Lorsque l'on détermine l'astigmatisme, c'est pareil, hein, position 1, position 2, plus lisible, plus confortable. Sachant qu'il peut y avoir certains cas où votre patient vous répondra qu'il ne voit pas de différence entre la position 1 et la position 2. Certains ne sont pas sensibles à un cylindre de l'ordre de 0,50 et vous n'aurez pas le égal qui sera disponible. Ça peut arriver. Pas d'inquiétude. Dans ces cas-là, vous sélectionnez systématiquement la 1. Comme vous le feriez spontanément dans votre pratique, si entre plan et moins 0,50 de cylindre, le patient ne voit pas de différence, évidemment, je reste à plan. Plan, c'est donc la plus convexe. La plus convexe, c'est toujours la position numéro 1. Donc, quand on a une égalité entre les deux colonnes, on voudra toujours garder la position 1 comme préférence, si vous n'avez pas le égal qui est disponible. Alors, autre cas, hein, le patient vous dit c'est pareil et vous avez validé la position 1, vous n'avez pas fait d'erreur. Hein. C'est ce que l'appareil fait de toute façon. Quand vous validez le égal, il valide la position 1 tout simplement. Dès qu'on a terminé donc les encadrements sur l'œil droit, l'appareil vous indique que l'on passe à l'œil gauche et donc n'hésitez pas à le signaler également à votre patient. Je passe maintenant à l'œil gauche. L'exercice est exactement le même. On va lui demander si c'est plus lisible, plus confortable. Sachant que ici, finalement, c'est pas exactement pareil. Vous voyez que la phraséologie a changé. Ce qui est indiqué, c'est pouvez-vous déchiffrer les lettres. Pourquoi? Parce qu'on est sur un cas hypermétrope. Et donc, on veut éviter que l'hypermétrope nous fasse aller systématiquement vers la position la moins forte, la moins corrigée en convexe, donc la plus concave. Donc, dans ces cas-là, on ne va pas le croire sur parole, hein, quand il nous dira que c'est mieux avec la position 1 ou la position 2. Donc, on va lui proposer la position 1. Et on va lui demander de déchiffrer les lettres. Ici, il va nous dire, par exemple, F, K, U, V, T. Parfait. À 11 dixièmes, il le lit parfaitement. Et avec la position 2... on rend l'exercice volontairement plus difficile. Vous voyez, il est passé à 12 dixièmes. X, D, R, P, A. Pourquoi? Parce que si vraiment on débrouille, comme là c'est fait avec la colonne numéro 2, cela n'est justifié que parce que l'on gagnerait en acuité visuelle. Sinon, évidemment, on resterait sur la position 1. Néanmoins, on ne le croit pas sur parole et au lieu de lui demander si c'est plus lisible et plus confortable, on lui demande de déchiffrer les lettres. Et c'est nous qui allons prendre la décision de savoir si on le laisse à plus 5,25 ou si on va plutôt vers quelque chose de moins fort dans un premier temps. Donc ici, vous validez la position qu'il est capable de déchiffrer, et s'il déchiffre les deux, évidemment, vous validez la position 1 qui est la plus convexe. À nouveau, le même exercice, plus lisible et confortable. Pardon, pouvez-vous déchiffrer les lettres avec la position 1 et avec la position 2? Imaginons qu'ici, il n'y arrive qu'avec la position 2, hein, parce que le brouillage est quand même cette fois trop important avec la position 1. Eh bien, on valide la 2. Désormais, on n'a plus qu'un écart de l'ordre de 0,25 entre la position 1 et la 2, il arrive à lire parfaitement les lettres avec les deux positions, donc j'appuie sur le égal, et l'appareil a conservé le plus 5,50, donc la correction optique la plus forte pour cette hypermétrope. Ensuite, on passe à la recherche du cylindre, position 1, position 2. Si c'est pareil, on appuie sur le égal. Donc là, on a eu une recherche qui était séquentielle. D'abord, on s'est intéressé à la sphère. Puis, dans un second temps, on s'est intéressé au cylindre. Lorsque vous avez les lunettes qui sont positionnées dans le VX40 et que vous les importez pour faire votre réfraction, l'appareil est capable de calculer des encadrements où il va faire une modification simultanée de la sphère et du cylindre. Donc vous n'aurez pas ces deux étapes qui seront dissociées, tout va se faire en même temps. Et donc ça va être un petit peu moins long pour votre patient et un petit peu plus rapide pour vous surtout. Donc ne soyez pas surprise si vous avez des encadrements qui n'ont pas la même durée, que ce soit d'un patient à l'autre ou même d'un œil à l'autre, c'est tout à fait normal. Il faut faire confiance à l'algorithme. Une fois qu'on a terminé de déterminer notre réfraction subjective grâce aux encadrements que l'on a proposés à notre patient, on va reprendre l'acuité visuelle. Le but étant d'avoir une acuité qui soit au moins aussi bonne que ce qu'on avait au départ avec la réfraction automatique, voire meilleure. Donc on renouvelle la question, pouvez-vous déchiffrer les lettres? Ici le patient lit BDUXF, très bien, on essaye quelque chose de plus petit, HZOPD, parfait. Et maintenant ADZET, impeccable. Donc le patient y arrive et on passe cette fois-ci à l'œil gauche. Donc là on fait mono-œil droit puis mono-œil gauche. Puis on passera enfin en binoculaire pour vérifier la sommation de 20% en bino. Est-ce que vous arrivez à déchiffrer les lettres? CKSXE, parfait. Et en binoculaire, oui j'y arrive. Éventuellement les 16 dixièmes. Alors c'est un peu petit mais je dois pouvoir y arriver. Allez-y, essayez. Z, C, B, D, O, impeccable.
Donc sur cette échelle logarithmique, on validera la ligne à partir de 3 lettres lues de manière fluide sur les 5. Si vous avez la moindre hésitation ou le moindre doute, vous pouvez mélanger les lettres en appuyant sur la petite flèche qui tourne ici, sans modifier l'acuité visuelle. D'accord ? Et lorsqu'on a terminé, on appuie sur suivant. Là, on a terminé la partie vision de loin. On arrive à l'étape numéro 10. Deux possibilités maintenant. Cas numéro 1, je n'ai pas besoin d'explorer la vision de près de mon patient, donc je vais appuyer sur fin. Cas numéro 2, j'ai besoin de l'explorer parce qu'il y a une plainte quelconque chez un sujet jeune lors de la vision de près, ou je suis chez un patient presbyte, eh bien je vais appuyer sur addition. Ici, l'écran vous indique que vous devez ouvrir la petite tablette VP, celle sur laquelle il y aura les optotypes pour la vision de près. Première étape de la détermination de l'addition, donc ça va être avec la croix de Jackson et les CCF. Donc on a une croix de Jackson qui est présentée sur l'écran et les CCF qui sont insérés automatiquement dans les réfracteurs. Ici on va donc demander à notre patient si les lignes lui semblent plus noires et plus contrastées à l'horizontale ou à la verticale. N'hésitez pas à lui parler de ligne couchée ou de ligne debout, hein. Pour certains la notion d'horizontale verticale n'est pas toujours évidente. En fonction de l'année de naissance que vous avez rentrée donc au début de l'examen, vous aurez une addition qui sera préinsérée pour faire cet exercice. Donc pour les jeunes presbytes, elle sera volontairement inférieure à la valeur à laquelle on pourrait s'attendre en fonction de leur âge, de façon à ne pas surestimer l'addition. L'autre avantage de commencer avec une addition plus faible, c'est que ça va nous permettre de vérifier que la consigne est bien comprise, car on s'attend à avoir une réponse qui soit plutôt franche sur les lignes horizontales. Ici, le patient nous indique que les lignes qui lui semblent plus noires et contrastées sont les lignes horizontales, donc on va venir simplement valider sa réponse ici, en appuyant sur la petite coche à côté du dessin avec les lignes horizontales. L'appareil positionne automatiquement 0,25. Avec le principe CCF croix de Jackson, on induit un astigmatisme dans ce test et on doit aller vérifier la position de la focale par rapport à la rétine. Et donc on a besoin de vérifier effectivement quelle est la ligne qui apparaît plus noire et contrastée pour savoir quelle est la focale justement qui est la plus proche de la rétine. Comme pour les CCR, c'est la phraséologie, c'est vraiment la noirceur et le contraste, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Si vous avez des patients qui commencent à vous parler, qui voient des couleurs, ça peut arriver, vous avez des fois un petit peu d'aberrations chromatiques qui viennent nous embêter un peu sur ce type de test, bon, c'est pas grave. Ou même si vous voyez que le patient ne comprend pas du tout le test, tant pis, ça peut arriver. Le but, c'est de gagner du temps avec cet exercice-là. Si c'est pas le cas, pour mettre fin à ce test et passer directement à la détermination de l'addition sur un test de lecture type Pareto, vous appuyez sur le égal pour mettre fin au test. Vous voyez, ça retire la croix, ça vous affiche votre Pareto, et plus important encore, ça a bien retiré ici les accessoires au niveau des oculaires. Donc je recommence, Initialement, on a bien croix de Jackson CCF. Je demande si c'est plus noir, plus contrasté à l'horizontale, à la verticale. Si c'est à l'horizontale, j'appuie sur la petite coche à côté du dessin horizontal. L'appareil positionne plus 0,25 binoculairement au niveau de l'addition. Dès que j'obtiens une égalité de perception entre les lignes horizontales et verticales, j'appuie sur le égal. Si je n'ai pas une égalité franche à un moment donné, il se peut que l'on passe directement d'une préférence horizontale à une préférence verticale. Dans ce cas-là, je vais valider la première préférence verticale obtenue et tout de suite après, j'appuie sur le égal pour mettre fin au test. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas où le patient ne comprend pas du tout l'exercice. J'appuie tout de suite sur le égal et j'arrive sur mon Pareto. Je positionne ici un Pareto de l'ordre de 1,5 ou 2, en fonction de l'âge ou des possibilités visuelles de mon patient. Et je viens ici positionner l'addition, donc soit en me basant sur ce qu'il avait déjà ou en fonction de son âge. Et je lui demande de me lire le texte et en fonction du confort à la lecture et bien sûr de son acuité visuelle sur son Pareto, je vais l'ajuster si nécessaire. Dès que j'ai terminé, j'appuie sur suivant. Et je n'appuie sur suivant que lorsque j'ai terminé. Pourquoi j'insiste sur ce point? Si vous êtes par exemple au début de votre vérification de l'addition et que le patient ne comprend pas la consigne au niveau des lignes de la croix de Jackson, parfois certains ont le réflexe d'appuyer sur suivant pour passer au Pareto. Si vous faites ça, vous passez directement à la fin de l'examen. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le seul moyen de passer la croix de Jackson, c'est d'appuyer sur le égal pour avoir votre Pareto. Quand j'appuie sur suivant, c'est vraiment parce que j'ai terminé ma vérification de l'addition. Lorsque j'arrive à mon étape 12, j'ai vérifié cette fois ma vision de loin et ma vision de près, et donc je vais faire ma comparaison finale. J'appuie donc sur le bouton fin
qui vient m'afficher donc cet écran sur lequel je vais retrouver sur la première ligne les lunettes de mon client, les lunettes habituelles, celles avec lesquelles il s'est présenté si elles ont été mesurées au VX40. Ici, on voit que ce n'est pas le cas, hein, j'ai pas passé de lunettes. Donc juste pour l'exercice, on va venir inventer une ligne de réfraction. La deuxième ligne correspond donc à ma réfraction automatique, dynamique binoculaire, grâce à la barométrie. Et la troisième ligne, c'est ma réfraction finale, celle qui a été déterminée par le patient en répondant aux questions, est-ce que vous êtes plus à l'aise avec le verre 1 ou le verre 2, etc. Donc je lui demande le verre qu'il préfère et je maintiens la même phraséologie que ce que j'avais plus tôt dans l'examen avec mes encadrements. Est-ce que c'est la ligne numéro 1 ou le verre numéro 1 ou le verre numéro 2? Et là je lui propose, lorsque je lui parle du verre numéro 1, ses lunettes habituelles, et avec le verre numéro 2, la réfraction subjective finale. Et là le patient nous dit ce qu'il préfère tout simplement. Soit il est plus à l'aise avec ses lunettes habituelles, bon on fera un renouvellement à l'identique, soit il est plus à l'aise avec la nouvelle correction. Donc on fera effectivement une adaptation de sa prescription. Pour savoir ce qui est présenté lorsque vous faites cette comparaison, n'hésitez pas à appuyer sur les 4 flèches que vous avez ici à droite, qui vous permettent de réduire cet écran de comparaison et de retrouver le visuel sur les optotypes qui sont présentés actuellement. 16 dixièmes, c'était bien pour mesurer la performance visuelle binoculaire en fin d'examen. En revanche, pour vérifier le confort, c'est quand même un petit peu petit. N'hésitez pas à revenir sur des lettres qui sont un petit peu plus grandes. Un 12 dixième, c'est pas mal par exemple. Et on lui repropose position 1 ou position 2. Pour exporter nos résultats de réfraction dans la fiche patient, il faut appuyer sur le bouton Export. Ce bouton va dans un premier temps vous afficher l'écran de résumé, puis en bas à droite, il faut cliquer sur le bouton Export. Une fois que vous avez appuyé sur ce bouton, assurez-vous que la ligne sauvegarde des données est bien sélectionnée puis confirmée. L'appareil se réinitialise alors pour le prochain examen. Ce qui signifie que si vous avez besoin de faire des examens complémentaires, vous devez les faire avant d'appuyer sur Export. Si vous voulez venir vérifier l'acuité visuelle de près, en monoculaire, ce que l'on n'a pas fait au cours de l'examen, quand vous vous positionnez sur Addition ici, on retrouve notre écran de près. Et si je vais sur Remote ici, je peux afficher les différents tests ici sur ma petite tablette de près et retrouver notamment mon Parino. Et donc si je veux vérifier uniquement avec l'œil droit, je masque l'œil gauche, je le fais lire. Je peux faire l'inverse, je masque l'œil droit en appuyant simplement sur les boutons D et G. Et pour repasser en binoculaire, j'appuie simplement sur le B. Si je veux faire affiner mon addition sur un rouge-vert, je peux par exemple lui proposer un test rouge-vert auprès. C'est possible également. Et si je veux plutôt faire des examens complémentaires sur la vision de loin, simplement en étant sur la sphère, ici, j'ai accès à tous mes tests que je peux afficher sur mon écran de loin. Si vous avez besoin d'aller plus loin pour déterminer votre réfraction, n'hésitez pas, vous avez accès à tous ces tests-là. Une fois que vous avez terminé l'examen guidé, ici, si vous voulez venir remodifier une valeur, vous pouvez le faire simplement en cliquant sur la case de la sphère de l'œil droit, par exemple, et en venant ajouter ici du plus ou du moins, tout simplement.